Bon, alors nous allons continuer sur le sujet donc des crashs boursiers. On a vu la dernière fois que pour avoir un crash boursier, il fallait avoir tout un enchaînement de circonstances, ça n'arrivait pas comme ça, et que principalement la cause était d'origine technique et non pas fondamentale, contrairement au marché baissier. Donc la question de cette émission, de cette nouvelle émission, c'est peut-on encore avoir un crash boursier ou quelle est la situation aujourd'hui? Alors on a vu qu'en fait les crashs boursiers de l'époque moderne reposaient sur une faille statistique. C'est-à-dire que quand on avait une trop forte volatilité sur les marchés, quand les marchés commençaient à varier dans tous les sens et à aller à des extrêmes, ça entraînait presque infailliblement un crash boursier. Donc en fait, je suggère une question de substitution. Non pas peut-on avoir un crash boursier, mais y a-t-il encore aujourd'hui les conditions qui nous amènent à des variations très fortes, puisque en fait, ce sont deux questions équivalentes. Alors, pour fixer un peu les idées, on va détailler très rapidement les trois crashs boursiers de l'époque moderne, c'est-à-dire 87, 97 et 2007, pour montrer quelles étaient les causes techniques à chaque fois, et on voit qu'on va retrouver quand même des constantes. Alors le premier crash boursier de l'époque moderne, c'était 1987. En fait, ce qui s'était passé très rapidement, et bon, ça peut être obscur dans le jargon que je vais utiliser, mais en fait, vous pouvez vous reporter à la première partie de la première émission où je détaillais certains termes. C'est-à-dire qu'on avait découvert à l'époque, dans les marchés modernes, les arbitrages entre les marchés à terme et le marché au comptant. Donc en fait, on vendait à découvert des marchés à terme, on achetait au comptant, ou l'inverse, et on capturait une prime qui était minime à chaque fois, mais qui était pratiquement sûre, ce qu'on appelle un arbitrage. Et donc c'était des programmes automatiques. Chaque fois que cette prime existait, les programmes s'enclenchaient pour la capturer. Et effectivement, quand pour capturer cette prime, il fallait vendre des titres. Donc les programmes de vente s'enchaînaient. Et c'est ce qui s'est passé en 87. Les programmes de vente se sont enchaînés les uns les autres. Ça aboutit à des débordements complets. La prime est devenue de plus en plus importante parce que évidemment les marchés étaient déréglés, il n'y avait plus d'arbitrage. Et c'est comme ça qu'on a perdu 700 points, je crois, dans la journée, ce qui n'était jamais arrivé depuis 1929. Donc déjà, on voit la cause technique du premier crash de 87. Mais c'était alors la chance de 1987, c'est que c'était une cause uniquement technique. Il n'y avait pas vraiment de fondamental derrière qui ont aggravé les choses. Donc ça s'est rétabli très très vite. Le deuxième crash de l'histoire moderne, c'était 1997, qui était un peu plus compliqué, puisque là, il y avait une cause fondamentale. Alors, quelle était la cause technique? C'était un fonds qui s'appelait LTCM. Alors là, voilà, c'est très symbolique de ce qui se passe sur les marchés depuis. C'est en gros, sans trop exagérer, pour être employé dans ce fonds LTCM, pour y travailler, il fallait en gros avoir un prix Nobel. Vous n'aviez absolument aucune chance de rentrer dans ce fonds si vous n'étiez pas prix Nobel de... Bon, mathématiques, ça n'existe pas, mais ils acceptaient les médailles Fields quand même, ou prix Nobel d'une matière scientifique. Donc ces gens avaient fait des algorithmes invraisemblables, où le risque était complètement garanti, où tout était merveilleux, ils étaient sûrs de gagner des fortunes. Bon, manque de chance, on a vu pendant la première émission que ça n'existait pas, les statistiques sont fausses. Et qu'est-ce qui est arrivé là-dessus? La crise de Corée, la crise russe, qui ont donc été l'élément fondamental qui a fait vendre. Et là-dessus, ce fonds LTCM, les positions qui devaient être convergentes sont devenues divergentes, et on est parti à la catastrophe. Bon, pour la petite histoire, les gens de LTCM étaient loin d'être stupides quand même, c'était des gros cerveaux. Le fonds a été racheté par Goldman Sachs, qui ensuite, une fois que les marchés se sont rétablis, a gagné des fortunes sur ces positions. Je ne vais pas rentrer en trop de détails, mais disons que leur stratégie était bonne, sauf qu'on ne peut pas faire de statistiques sur la bourse, c'est le seul problème. Donc voilà pour le crash de 97. Et 2007, bon, on l'a largement vu, je vais revenir là-dessus, mais c'était à la fois les subprimes qui étaient l'élément fondamental, et l'élément technique qui a été les CDS, qui a tout embrouillé. Tout ça qui reposait sur un océan de produits dérivés, donc qui se déréglait dès que les marchés avaient des fortes variations. Alors bon, je crois que tout le monde a compris maintenant ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est assez fin. Donc en 87, 97, 2007, on est en 2017. Donc vous voyez tous où je veux en venir. Est-ce qu'aujourd'hui un crash est encore possible? Alors avant de répondre à cette question, on va essayer d'examiner ce qu'on a fait en fait depuis 2007. 2007-2008, ça a quand même marqué les consciences. Bon, je répète qu'on est passé à 5 minutes de la destruction du monde financier quand même. C'était tout près. Les banques ont failli tout exploser. Donc quand même, on s'est posé quelques questions. Alors parmi ce qui a été pris comme mesure depuis 2008, bon, déjà une prise de conscience. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir qu'avant 2008, les banques gagnaient beaucoup d'argent sur ces produits dérivés, ces produits structurés. Et qu'en gros, la personne qui était chargée du contrôle de risque, c'était un peu celui qui ennuyait tout le monde.
Donc dès qu'il disait oulala, attention, il y a un gros risque, immédiatement le trader appelait le directeur en disant bon, celui-là il commence à nous embêter, j'ai un trade à 5 millions de dollars. Donc le directeur expliquait gentiment à la personne chargée des risques, c'était pas son problème. Bon. Disons qu'en 2007, 2008, ces gens ont été pris beaucoup plus au sérieux. Alors il y a eu une prise de conscience du risque, c'est déjà énorme. Et il y a eu surtout la prise de conscience de ce que j'avais appelé dans la première émission le notionnel. On a vu qu'en fait, le concept de notionnel voulait dire que quand on mettait une mise de, on va dire, 1 million de dollars, comme sur les CDS par exemple, en fait on pouvait être engagé sur 1 milliard de dollars derrière. C'est ce qu'on appelait le notionnel. Bon, jusque-là, le risque était limité aux millions de dollars dans les contrôles bancaires, et on ignorait totalement ce qu'il y avait derrière. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Ce qu'on a essayé de faire aussi depuis 2007, c'est d'améliorer la transparence des marchés. Alors il faut bien savoir que tous ces produits dérivés, notamment les CDS, étaient traités au gré à gré. C'est-à-dire en fait c'était ce qu'on appelle du hors bilan, c'est-à-dire ça n'apparaissait nulle part. Donc en fait vous pouviez avoir une banque, et vous l'aviez d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, qui était engagée sur 3 milliards de dollars et personne ne le savait. Donc c'est ce qu'on appelle du gré à gré. Bon, on a beaucoup amélioré ça, mais encore quand même, je ne suis pas sûr que la transparence soit totale. Alors, la troisième mesure qui a été prise, c'est de renflouer les fonds propres des banques. Enfin, de les renflouer, non, mais de les renforcer plutôt. Pardon. Alors, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'on passe de 20 à 25%. C'est-à-dire les banques doivent être garanties, par exemple, à 25% des risques pris par les banques doivent être garantis par les fonds propres. On a estimé que ça permettait d'assurer la solidité des banques. Alors, il y a des accords qui s'appellent BAL 1, BAL 2, BAL 3, parce que ça se passe dans la ville de Bâle. Je ne sais même pas, il y a peut-être un BAL 4 d'ailleurs, qui font des véritables usines à gaz. Bon, vous sentez bien à mon ton que je ne prends pas ça très au sérieux, même si c'est le fin du fin, mais qui font des véritables usines à gaz de calcul pour être sûr que les fonds propres sont à 25% des risques pris par les banques. Bon, je suis très sceptique devant cette mesure. D'abord parce que c'est à la fois très dur d'établir les fonds propres des fonds propres des banques. Je veux dire, sur un clin d'œil, vous pouvez faire varier des fonds propres. C'est extrêmement dur de mesurer le risque. Et puis dernier argument, si j'ose dire m'assume, que quand un trader dans son coin, comme pendant l'affaire Kerviel, la Société Générale, peut vous faire perdre 30% des fonds propres de la banque, voire même beaucoup plus, il est évident que passer la couverture de 20 à 25% n'a pas un très grand sens. Alors, donc, ces trois mesures sont pas très satisfaisantes, disons, même s'il y a du mieux. Donc je répète, la prise de conscience du risque, la transparence et l'augmentation des fonds propres. Dernière mesure, alors qui est carrément controversée, d'ailleurs on en est tous potentiellement des victimes, c'est que l'Union européenne a autorisé depuis quelques mois les banques, en cas de problème, à se renflouer en ponctionnant les comptes des clients. Alors bon, pour l'instant c'est limité aux comptes de plus de 100 000 euros, mais quand même apparemment il y a ça peut être moins si jamais les besoins de la banque l'exigent. Alors ça c'est carrément quelque chose qui me paraît tout à fait anormal. En gros, si vous voulez, les banques ont la capacité de spéculer avec l'argent des clients parce qu'on a supprimé Glass-Steagall. Donc en fait, elles spéculent avec de l'argent qui est en dépôt chez elles. Et on rend les gens qui ont laissé cet argent en dépôt, qui y sont pour rien, responsables. C'est un peu comme si vous étiez pris dans une bagarre entre deux personnes, vous recevez un coup de poing et on vous reproche d'être sur la trajectoire du poing. C'est à peu près ça. Jusqu'à maintenant, les gens qui payaient les pots cassés, il y avait deux catégories de personnes qui payaient les pots cassés. Il y avait les actionnaires des banques, puisque les traders, en fait, ils gagnaient leur argent puis ils partaient. Donc les actionnaires, bon, ça on peut dire que c'est pas normal. À la limite, les actionnaires prennent des risques. Bon, tant pis pour eux, même si c'est totalement injuste, ils ont pris leurs risques. Les deuxièmes personnes qui payaient les pots cassés, c'est les contribuables. Là, c'est déjà moins normal. Mais enfin, là aussi, bon, il y va de l'État, c'est la sécurité du système financier. On peut trouver pas entièrement anormal que les contribuables soient appelés. Mais appeler des clients bancaires qui n'y sont pour rien et qui ont été en quelque sorte abusés par des banques qui ont utilisé ces dépôts, je trouve ça quand même excessif et même dangereux parce qu'en fait, ça peut amener à une défiance vis-à-vis des banques. En fait, à un moment, les gens n'auront plus confiance dans les banques, ils vont garder leur argent. Enfin, ça peut avoir des tas de conséquences. Donc voilà ce qui a été fait depuis. Et bon, je trouve que tout ça n'est pas très satisfaisant. Alors, on va y revenir. Je vais quand même faire 3 préconisations. Mais d'abord, je voudrais parler de la situation aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'un crash boursier, est possible? Alors, j'aurais tendance à dire oui, possible certainement. Mais je crois qu'il faut d'abord répondre à une question, parce qu'on a vu que ces crashs s'enchaînaient tous les 10 ans, que c'était méthodique. Est-ce qu'on peut éviter les crashs boursiers? Là, la réponse est clairement oui. Entre 1929 et 1987, on n'a pas eu de crash boursier. Donc une période quand même extrêmement longue, de près de 60 ans, où la bourse n'a jamais été inquiétée. Pourquoi? Parce qu'on avait mis en place des règles très strictes,
qui n'étaient pas des règles où les régulateurs étaient obligés de contrôler plein de choses, mais qui étaient des règles simples et strictes, et tout le monde devait s'y tenir. Bon, je voudrais ouvrir une parenthèse à ce niveau-là, d'ailleurs, parce qu'on a tendance à penser que le capitalisme, c'est un système où tout est permis, chacun pour soi, c'est la guerre, c'est la jungle. En fait, pas du tout. Le capitalisme, ce qui fait marcher le capitalisme, ce sont des règles extrêmement strictes, appliquées sans aucune indulgence par des régulateurs. Et au sein de ces règles, on fait ce qu'on veut. Mais il faut absolument jamais sortir de ses limites. C'est ce qui a fait la force du capitalisme américain et dans une plus large mesure anglo-saxon, où les régulateurs ont toujours été des gens extrêmement forts et qui transigeaient jamais. Bon, il y avait la SEC, on a bien vu à l'époque des télécoms les lois antitrust. Enfin, les régulateurs américains étaient extrêmement compétents. Donc oui, on peut éviter les crashs boursiers si on met en place des règles simples. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Bon, alors on a vu qu'il y avait la technique et le fondamental qui pouvaient se conjuguer pour faire un crash boursier. Alors l'élément technique, est-ce qu'il existe? Non seulement il existe, mais il est très inquiétant. C'est en fait aujourd'hui, vous avez les produits sont plus leveragés que jamais. Donc j'ai parlé d'effet de levier pendant la première émission. Vous pouvez vous reporter à cette émission pour savoir ce que c'était. Les produits sont extrêmement leveragés, ils sont extrêmement complexes encore. Et vous avez deux catégories de produits qui m'inquiètent énormément. Le premier, c'est ce qu'on appelle le high frequency trading. C'est-à-dire qu'en fait, ça paraît hallucinant, mais vous avez des computers qui automatiquement génèrent des centaines de transactions par seconde. C'est ce que les traders à New York appellent l'argent gratuit, parce que c'est assez facile de gagner de l'argent dans ces conditions. Mais en fait, ce sont des véritables machines des machines d'ailleurs, qui se mettent en route, qui génèrent ces transactions et qui n'ont plus aucun contrôle quand elles sont lancées. Alors, pour la petite histoire, vous avez des gens qui exploitent ce genre de trading à New York, qui déménagent pour avoir une ligne de téléphone qui va un dixième de seconde plus vite que l'ancienne ligne. Parce que tout ça se joue évidemment au dixième ou au centième de seconde. Donc c'est absurde. Et ça a déjà fait du dégât, puisqu'en 2012, on a eu un crash entre 8 et 10% en une après-midi. Et c'est la première fois où la bourse de New York a dû annuler toutes les transactions. Parce qu'en fait, les ordinateurs s'étaient mis en route. C'est un peu comme en 87, ça s'était enchaîné, puisqu'il y avait de l'argent à gagner par des arbitrages. Personne n'était en face. Et les blue chips américains ont pu perdre jusqu'à 30 à 40%. C'était très spectaculaire. Donc ça a été rattrapé, mais ce genre de produit existe toujours et il est potentiellement très dangereux. Alors le deuxième produit qui est très dangereux aujourd'hui sur les marchés financiers, c'est ce qu'on appelle les algorithmes. Alors les algorithmes, ce sont des algorithmes de trading. J'avoue que je ne comprends pas trop comment ça marche, et d'ailleurs peu de gens comprennent. Ce sont des algorithmes très complexes, on appelle ça des boîtes noires, des black box, où en fait les opérateurs de marché, les hedge funds, décident carrément des cours qu'un titre doit atteindre. Et à ce moment-là, il y a des programmes de vente ou d'achat qui s'enchaînent, qui jouent sur les différences de volume, qui s'enclenchent quand il n'y a pas de volume, enfin qui profitent des manques de volume, et en fait qui vous pas manipuler, mais en fait qui vous dirige complètement les marchés. Et quelqu'un a utilisé une très belle expression à ce sujet, c'était l'expression de camisole algorithmique. C'est exactement ça, on a l'impression que les titres sont pris dans une camisole et qui vont là où les opérateurs veulent. Et c'est très dangereux d'être en face, quoi. C'est comme si vous preniez un camion en pleine face. Et là aussi, le danger est énorme. C'est-à-dire que si un jour on n'a pas de contrepartie en face de ces algorithmes, il y en a de moins en moins, parce qu'en fait, ou si disons que les gens qui manipulent ces algorithmes deviennent un peu trop gourmands, on risque d'avoir des choses comparables au crash de 2012 et au crash de 87 qui ne s'arrêteront pas. Donc l'élément technique est là. Évidemment, la masse de produits dérivés n'a absolument pas baissé. Donc il y a toujours ces produits basés sur des fausses statistiques. On croit que le risque n'existe pas, mais il existe. Donc techniquement, tout est là. Il n'y a pas de problème. Les choses sont extraordinaires. Alors fondamentalement, maintenant, il faut quand même un élément fondamental comme la crise des subprimes, comme la crise de Corée, pour générer un crash. Bon là on ne sait jamais à l'avance en fait. On ne sait jamais à l'avance parce que bon, si on avait parlé de la crise de Corée 6 mois avant la crise, ça n'aurait rien évoqué pour personne. La crise de Russie c'était à peu près pareil. Les subprimes, personne n'avait vu le danger quelques mois avant, sauf Muriel Roubini, on l'a déjà dit, mais un peu par hasard. Donc on ne sait pas si l'élément fondamental existe aujourd'hui. Mais ce que je dirais c'est que les candidats ne manquent pas. C'est-à-dire, vous avez quand même des banques, notamment européennes, qui ont des gros problèmes. La Banque Centrale Européenne s'attache à régler ça, mais c'est pas évident. Donc, on peut avoir une très mauvaise surprise un jour sur le système bancaire européen, entre autres. On peut avoir de très mauvaises surprises sur des dettes étatiques. On a aujourd'hui les États qui croulent sous les dettes, quand même. La Grèce, quoi qu'on en dise, c'est toujours pas réglé. On peut très bien découvrir ça peut craquer un jour par la Grèce, ça peut craquer sur d'autres pays. On a beaucoup parlé des finances chinoises également, donc je dirais que les éléments fondamentaux ne manquent pas. Et on est à la merci de ça pour un crash. Alors est-ce qu'il arrivera ?
Bon, c'est difficile à dire, mais disons que le potentiel est là. Alors, pour conclure sur sur quelque chose de constructif quand même, je dirais qu'est-ce qu'il faudrait faire, à mon sens, hein, ça n'engage que moi bien sûr, pour qu'on supprime ces possibilités de crash boursier, comme on l'a fait entre 1929 et 1987, où ça a finalement très bien marché. Alors, mon point de vue, c'est que les régulateurs n'arriveront jamais à se mettre au niveau des spéculateurs. Les spéculateurs, vous avez des armées de gens qui ont des diplômes hallucinants, encore une fois à la limite du prix Nobel, qui imaginent des algorithmes, qui imaginent des calculs, qui imaginent des produits très sophistiqués. C'est très dur pour un régulateur de suivre ça. Ils sont beaucoup moins nombreux, ils n'ont pas la même formation. Donc on peut pas imaginer ça, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut prendre des mesures beaucoup plus radicales, comme celles qui ont été prises en 1929. Alors essentiellement, je dirais qu'il y a trois mesures à prendre. La première serait de revenir à Glass-Steagall, c'est rétablir un Glass-Steagall mondial. C'est en gros interdire aux banques commerciales de devenir également banques d'affaires. Pour moi, ça serait la base, ça a été la base de la stabilité financière des 60 ans qui ont séparé le crash de 29 jusqu'à 1987. Alors évidemment, les banques ne sont pas d'accord parce que c'est des sources de profit importantes, d'autant plus qu'aujourd'hui, le métier de banquier n'est plus très rentable à cause du niveau très bas des taux d'intérêt. Mais je pense que c'est indispensable. On ne peut pas continuer à mélanger ces deux métiers et en plus faire payer les clients des banques une fois qu'il y a des problèmes. Ça me paraît tout à fait absurde. La deuxième chose à faire, pour moi, ça serait d'interdire les cotations boursières des banques qui ont choisi l'option banque d'affaires. En fait, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'une action, c'est une véritable monnaie, c'est une devise. Quand vous avez beaucoup d'imagination comme ces banquiers d'affaires, vous pouvez en faire beaucoup de choses, distribuer des bonus, des leverages, des options. Je crois que c'est extrêmement dangereux. Ces gens-là ne devraient jamais être cotés en bourse. Ça devrait être des sociétés privées où les actionnaires sont responsables de ce qu'ils font et jamais faire partager ce risque sur les marchés financiers où on peut très bien se débarrasser d'un paquet de titres parce que l'autre ne sait pas qu'il y a un énorme risque. Quand vous êtes une société non cotée en bourse, c'est beaucoup moins liquide. Et évidemment, les actionnaires ont moins de facilité à se débarrasser de tout ça. Alors, troisième mesure, et dernière mesure que je préconiserais pour venir à bout de cette instabilité financière, ça serait en fait d'imposer à toutes les banques qui choisissent l'option banque d'affaires d'être des sociétés en commandite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société en commandite ? C'est une société où les actionnaires, donc on a vu d'après la deuxième mesure que ça devrait être des actionnaires privés, sont responsables sur leurs biens propres des pertes. Le jeu de 2007 et de 97, c'était qu'en fait, quand ça marche, c'est les traders qui gagnent, et quand ça marche pas, c'est les actionnaires qui payent. Bon, aujourd'hui, ça va être les clients. Par contre, si on met un statut en commandite, on ne pourra plus jouer à ça. C'est-à-dire que les gens qui feront des bêtises, les actionnaires, les associés qui feront des bêtises, seront intégralement ruinés. Ils devront payer et je pense qu'ils réfléchiront avant d'en faire. Alors pour aller dans ce sens, il y a une ou deux banques très connues même, dont je ne vais pas citer le nom parce qu'on va pas, c'est pas l'objet de cette émission, mais il y a une ou deux banques assez connues qui sont en commandite encore aujourd'hui. Évidemment, c'est un statut qui est plus très apprécié compte tenu de ce qui se passe. Et je peux vous dire qu'on n'a jamais entendu parler de problèmes avec ces établissements pendant la crise de 2007. Les gérants font très attention, ils ne vont pas sur n'importe quel produit. Donc voilà, je pense, comment on peut sortir de cette instabilité qui risque de devenir un très gros problème maintenant qu'on a rendu les clients responsables, en quelque sorte solidaires des pertes des banques. Donc je répète ces trois mesures, ça serait Glass-Steagall au niveau mondial, interdiction de cotation des titres pour rendre le trading moins liquide pour que les gens puissent pas se débarrasser de titres quand ils ont des informations comme quoi ça va mal, et rendre les associés responsables sur leurs biens propres de toutes leurs actions sous la forme de sociétés à commandite pour les empêcher de faire bêtises. Donc voilà, j'espère que la notion de crash boursier est beaucoup plus claire pour vous maintenant. Bon, vous êtes un peu rassuré, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai essayé de le faire de la façon le plus étayée et le plus complètement possible. Bon, si cette émission, disons, vous a plu, a permis de comprendre des choses, ce que je me propose de faire, c'est de faire de nouveau des émissions de vulgarisation sur l'économie, où effectivement, j'essaierai d'expliquer en termes simples et concrets, en explicitant d'ailleurs toutes les notions, tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde de l'économie et